Dans les profondeurs silencieuses de l'esprit humain, là où les responsabilités deviennent des chaînes invisibles, existe une catégorie d'âmes qui portent le monde entier sur leurs épaules sans que personne ne le leur demande, ceux qui se sentent responsables de tout. Ce ne sont pas des héros, ni des martyrs, ce sont des êtres prisonniers d'un réflexe psychique qui les ronge de l'intérieur. Ils s'excusent avant même d'être accusés. Ils réparent des situations qu'ils n'ont pas créées. Ils éteignent des incendies qu'ils n'ont jamais allumés. Ils s'épuisent pour préserver un équilibre que le monde n'a jamais demandé d'eux. Leur vie devient une course folle vers une paix impossible. Les neurosciences montrent que chez ces individus, le cortex préfrontal, centre du contrôle et de l'anticipation, fonctionne en sur-régime. Leur système nerveux réagit à la moindre tension comme à une urgence vitale. Même un simple silence peut déclencher une alerte interne. Qu'ai-je fait ? Suis-je la cause ? Dois-je arranger cela ? Ce n'est pas une attitude, c'est un automatisme. Jung l'avait perçu. Celui qui porte trop tôt le poids des autres finit par croire que ce poids lui appartient. Voilà l'origine de cette malédiction psychologique. Les anciennes traditions le savaient déjà. Dans certaines écoles taoïstes, on disait que l'homme qui retient la rivière finit par s'y noyer. Dans les mythes grecs, Atlas porte le ciel non par devoir, mais par condamnation, une métaphore parfaite pour ceux qui prennent en charge tout ce qu'ils touchent. Dans les récits bouddhistes, on parle du cœur qui absorbe, un cœur qui se sent coupable même de la souffrance qu'il n'a pas causée. Toutes ces images décrivent la même tragédie, des êtres qui confondent présence et responsabilité. Observe-les dans la vie réelle. Ils sentent la tension dans une pièce avant même qu'elle n'apparaisse. Ils s'empressent de réparer un malaise même quand personne ne l'a remarqué. Ils s'inquiètent pour les autres plus qu'ils ne s'inquiètent pour eux. Leur esprit scanne constamment l'environnement à la recherche de fissures. La moindre erreur, même banale, même normale, devient un crime interne. Et la phrase silencieuse qui les hante est toujours la même. Si ça va mal, c'est sûrement ma faute. Les premiers signes de danger surgissent dans ces petits détails. Ils s'excusent pour la météo, pour les problèmes des autres, pour les choses hors de leur contrôle. Ils portent le poids des émotions d'autrui, comme si elles étaient les leurs. Ils s'effacent pour éviter les conflits, se suradaptent pour maintenir la paix. Leur corps se crispe, leurs épaules se contractent. Ils vivent dans un état de vigilance constant, comme si la moindre erreur pouvait détruire quelqu'un. Ce n'est pas du souci, c'est de la culpabilité chronique. Mais ce phénomène ne trouve pas son origine dans le présent. Il prend racine dans l'enfance, dans ces maisons où l'enfant a dû devenir adulte trop tôt, dans ces familles où il fallait être sage, ne pas déranger, calmer les autres. L'enfant devient alors régulateur émotionnel de ses parents, puis de tout le monde. L'adulte, lui, croit instinctivement que sa valeur dépend de sa capacité à porter les autres. Ils ne vivent pas pour eux, ils vivent pour éviter le chaos. Cette responsabilité excessive transforme leur univers en terrain miné. Chaque relation devient un contrat invisible, chaque geste un sacrifice. Ils attirent les personnes exigeantes, les énergies voraces, les dépendants affectifs, les manipulateurs subtils, car les âmes responsables brillent dans l'obscurité. Elles attirent ceux qui cherchent un refuge, un soutien, un socle. Et sans s'en rendre compte, elles deviennent des piliers émotionnels jusqu'à s'effondrer en silence. Pour survivre à cette malédiction psychique, un protocole radical s'impose. D'abord, distinguer responsabilité réelle et responsabilité émotionnelle. Ensuite, rompre avec l'idée que tout dépend d'eux, laisser les autres porter leur propre poids, même si ces poids tombent. Enfin, apprendre à ne pas intervenir, à laisser les choses se briser, à laisser les autres affronter leurs conséquences. Leur salut ne réside pas dans l'action, mais dans l'abstention. Et voici la phrase sombre qui referme ce premier chapitre comme un verdict. Tu ne peux pas sauver un monde qui n'est pas le tien, et tu n'es pas responsable de ce que tu n'as pas créé. Quand cette vérité pénètre l'âme, quelque chose commence enfin à se libérer. Dans les profondeurs invisibles de l'esprit, là où la peur se confond avec le devoir, un mécanisme encore plus sombre se manifeste. Le besoin irrépressible de prévenir la catastrophe. Ceux qui se sentent responsables de tout ne vivent pas dans le présent. Ils vivent dans un futur imaginaire où tout peut s'écrouler si eux ne gardent pas le contrôle. Leur esprit anticipe, prédit, analyse, surveille, comme un veilleur de nuit épuisé, incapable de poser sa lanterne. Ils ne cherchent pas à dominer, ils cherchent à éviter la chute, même là où il n'y a aucun danger. Les neurosciences montrent que ces individus présentent une hyperactivité de l'amygdale, le centre de la détection du risque. Leur système nerveux réagit même aux micro-signaux émotionnels, un soupir, un silence, un message tardif. Leur cerveau interprète le moindre détail comme une alarme. Le cortex préfrontal tente alors de compenser en prenant en charge chaque variable de l'environnement. C'est ainsi que naît la surresponsabilisation, une réaction biologique à un monde perçu comme instable. Jung l'avait dit autrement. L'âme qui ne se sent pas en sécurité cherche à tenir chaque pièce de la maison, même celles qui ne lui appartiennent pas.
Les traditions anciennes parlaient de ce fardeau comme d'un feu intérieur. Dans le bouddhisme, on appelle cela l'illusion du pilier. Croire que si l'on se détend, tout s'effondrera. Dans la Kabbale, on dit que certains portent la charge d'Adam, c'est-à-dire la croyance inconsciente que tout ce qui va mal est une faute personnelle. Dans les mythes nordiques, ces personnes sont comparées aux gardiens du pont Bifrost, condamnés à surveiller le passage même quand aucune menace n'existe. Ce sont des protecteurs, mais des protecteurs exténués. Observe-les attentivement dans la vie quotidienne. Ils sentent les tensions avant qu'elles n'émergent. Ils interviennent avant qu'on leur demande. Ils s'excusent pour des choses dont ils ne sont même pas responsables. Ils prennent des décisions pour éviter les problèmes, même quand il n'y en a aucun. On les voit dire « je m'en occupe », même quand ce n'est ni raisonnable ni nécessaire. Leur instinct est calibré pour apaiser ce qu'ils imaginent être de futures tempêtes. Pour eux, ne rien faire est plus angoissant que de tout porter. Le premier signe de danger est le suivant. Ils ne savent plus distinguer leur rôle de celui des autres. Ils assument les émotions des proches. Ils prennent personnellement les conflits des autres. Ils se sentent coupables des souffrances qu'ils n'ont pas causées. Et quand quelque chose va mal, leur première pensée n'est jamais « que s'est-il passé ?», mais « qu'ai-je raté ?» Ce réflexe est un poison lent. Il use le corps, écrase l'esprit, étouffe l'âme. Et cette dynamique ne s'arrête jamais à eux. Elle contamine tout leur environnement. Dans les familles, ils deviennent ceux qui gèrent tout. Ceux qui règlent, organisent, absorbent. Dans les couples, ils deviennent les tampons émotionnels. Ceux qui apaisent, expliquent, compensent. Dans les groupes, ils deviennent les médiateurs, les réparateurs, les amortisseurs. Tout le monde finit par s'appuyer sur eux. Non par malveillance, mais parce que leur rôle invisible devient confortable pour les autres. Ainsi se forme un champ de distorsion relationnelle. Plus ils prennent en charge, moins les autres se responsabilisent. Et plus ils doivent tout apporter. C'est un engrenage subtil, une machine psychologique qui les pousse à faire davantage pour maintenir un équilibre qu'eux seuls perçoivent comme menacé. Mais la vérité tragique est celle-ci. Plus ils tentent de tout contrôler, plus ils s'effondrent à l'intérieur. Sous le masque de la compétence, il y a une peur primitive, celle de ne pas valoir assez si l'on n'est pas utile. Ils confondent amour et responsabilité, valeur et charge, identité et devoir. Leur cœur porte des années de culpabilité invisible, comme si être aimé exigeait de tout réparer. Pour briser ce sort, il faut un protocole brutal et libérateur. D'abord, identifier la part de responsabilité qui ne leur appartient pas. Ensuite, laisser volontairement certains problèmes tomber, voir qu'ils ne meurent pas, que le monde continue, que les autres survivent. Enfin, se détacher du rôle de gardien, renoncer à être la barrière, renoncer à être l'armure, renoncer à être le pilier, non par égoïsme, mais par vérité. Et voici la phrase qui clôt ce deuxième chapitre comme un coup de tonnerre intérieur. Tu crois protéger les autres, mais en réalité, tu t'empêches d'exister. Quand cette phrase descend dans le cœur, elle ouvre une fissure. Et par cette fissure, la liberté commence à entrer. Dans les profondeurs les plus anciennes de la psyché, là où les blessures de l'enfance deviennent des lois silencieuses, un troisième mécanisme se révèle, encore plus sombre et plus corrosif que les autres. La croyance intime que l'on doit tout porter pour mériter d'être aimé, ceux qui se sentent responsables de tout ne sont pas nés ainsi. Ils ont été formés, façonnés, conditionnés. Leur responsabilité excessive n'est pas une qualité morale, ni un signe de maturité, c'est une réponse traumatique, une adaptation, un réflexe de survie émotionnelle appris bien avant qu'ils ne comprennent le monde. La psychologie moderne démontre que ces individus présentent une hyperactivation du système de culpabilité interne. Le cortex singulaire, chargé de détecter les erreurs, fonctionne en excès, comme une alarme qui ne s'éteint jamais. Le cerveau associe la paix au contrôle, et le contrôle au surinvestissement. De ce fait, ils ne peuvent se sentir en sécurité que lorsqu'ils s'occupent des autres. Jung décrivait cela comme l'enfant sauveur, condamné à porter les émotions des adultes pour ne pas perdre leur amour. Cet enfant devient un adulte qui croit que, sans son intervention, tout s'effondrera. Les traditions anciennes racontent cette tragédie sous forme de métaphore. Dans le folklore japonais, le kodama brisé est un esprit qui absorbe les dettes et les souffrances des humains pour éviter qu'ils ne s'écroulent. Dans la tradition chrétienne, on évoque le cœur sacrificiel, celui qui se met en croix pour apaiser les tempêtes des autres. Dans les mythes d'Afrique de l'Ouest, on parle de l'enfant du tonnerre, celui qui calme la maison pour empêcher les éclats. Toutes ces histoires pointent vers la même réalité. Ceux qui portent tout le poids ne l'ont jamais choisi, on le leur a imposé. Regarde-les dans leur quotidien. Ils devinent l'humeur des autres avant même que les mots ne soient prononcés. Ils remarquent les tensions dans l'air, les conflits latents, les non-dits. Ils ajustent leurs gestes pour éviter de déranger. Ils prennent les responsabilités que les autres laissent tomber. Ils arrangent, réparent, comblent, anticipent. Et quand ils échouent, car personne ne peut réussir à porter le monde, ils ressentent une culpabilité si profonde qu'elle ressemble à une faute morale.
Si ça va mal, j'aurais dû faire plus. C'est leur mantra, leur poison. Le signe le plus inquiétant est leur incapacité à demander de l'aide. Pour eux, demander de l'aide équivaut à trahir leur rôle, celui qu'ils croient être le fondement de leurs valeurs. Ils disent « je gère » même quand ils tombent. Ils sourient même quand ils suffoquent. Ils ne pleurent qu'en secret, comme si leurs larmes pouvaient blesser quelqu'un. Leur solitude est immense, mais soigneusement dissimulée, car leur pire peur n'est pas de souffrir, mais d'être un fardeau. Ce mécanisme déforme tout leur environnement. Dans les couples, ils deviennent le pilier, celui qui donne, qui rassure, qui absorbe. Dans les familles, ils deviennent celui qui tient tout, celui que l'on consulte, celui qui règle. Dans les groupes, ils deviennent les médiateurs, les stabilisateurs, les amortisseurs. Tout le monde finit par dépendre d'eux, parfois inconsciemment. Et eux, persuadés que c'est leur rôle, se laissent utiliser jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est du sacrifice chronique. Ce phénomène crée un champ de distorsion affective. Plus ils portent, moins les autres apprennent à se responsabiliser. Plus ils retiennent, plus tout le monde s'appuie sur eux. Plus ils s'épuisent, moins ils sont reconnus. Et ainsi, le monde entier semble leur dire « si tu lâches, tout tombera », alors ils ne lâchent jamais. Mais la vérité que personne ne leur a dite est simple, brutale, libératrice. Le monde ne s'effondrera pas si eux se reposent. Il continuera. Il trouvera son propre équilibre. La catastrophe qu'ils redoutent est une illusion créée par des années de suradaptation. Pour sortir de ce piège psychique, il faut un protocole intérieur d'une honnêteté douloureuse. D'abord, reconnaître que leur responsabilité n'a jamais été un choix, mais une survie. Ensuite, accepter que tout ne leur appartient pas. Enfin, laisser volontairement certains problèmes vivre leur propre destin, même si cela crée du chaos, car le chaos n'est pas toujours un danger. Parfois, c'est un rééquilibrage. Et voici la phrase qui ferme ce 3e chapitre, comme une vérité que l'on n'ose pas prononcer à haute voix. Si tu crois que tout dépend de toi, c'est parce que personne ne t'a appris que ta vie t'appartient aussi. Quand cette phrase touche le cœur, quelque chose se défait, et pour la première fois, il respire différemment. Dans les zones les plus denses de l'esprit, là où l'angoisse se mélange à la loyauté, où la peur se confond avec le devoir, se déploie un mécanisme encore plus sombre, la conviction inconsciente que tout ce qui arrive aux autres est, d'une manière ou d'une autre, leur faute. Ceux qui se sentent responsables de tout portent un fardeau invisible, une culpabilité importée, intégrée, tatouée dans l'âme. Ils s'excusent de choses qu'ils n'ont pas faites. Ils tentent de réparer des blessures qu'ils n'ont pas causées. Ils subissent des charges émotionnelles qui ne leur appartiennent pas. Et pire encore, ils croient sincèrement que c'est normal. Les neurosciences montrent un phénomène troublant. Ces individus présentent une hyperactivation du réseau de la conscience de soi, combinée à une hypersensibilité aux signaux émotionnels externes. Ils détectent les tensions avant qu'elles n'existent objectivement. Leur cerveau associe automatiquement le malaise d'autrui à leur propre responsabilité. Les chercheurs appellent cela « internalisation excessive du blâme ». Jung, lui, le décrivait comme l'âme qui prend sur elle les tempêtes des autres pour éviter d'être frappée par la sienne. Mais ce phénomène était déjà décrit dans les traditions anciennes. Dans la philosophie stoïcienne, on mettait en garde contre ceux qui veulent porter le cosmos sur leur dos. Dans la mythologie hindoue, il existe l'archétype du serviteur karmique, celui qui absorbe les fardeaux des autres sans comprendre qu'ils ne lui reviennent pas. Dans les légendes celtiques, on parle du gardien épuisé, celui qui prend la nuit des autres dans son propre sommeil. Toutes ces histoires parlent de la même tragédie, des êtres qui ne savent plus où ils commencent et où les autres finissent. Observe-les avec précision dans leur quotidien. Une dispute éclate dans une pièce, ils sentent leur cœur se serrer comme s'ils en étaient la cause. Quelqu'un est triste, ils se sentent fautifs. Quelqu'un échoue, ils cherchent ce qu'ils auraient dû faire. Ils vivent dans une atmosphère de vigilance morale. Leurs épaules sont toujours légèrement tendues, leur voix hésite. Ils disent « désolé » même quand personne ne les accuse. Ils portent les émotions d'autrui comme des sacs de pierre qu'ils entassent sans compter. Le signe le plus alarmant apparaît quand ils commencent à anticiper les besoins des autres avant même que ceux-ci ne soient exprimés. Ils deviennent les amortisseurs émotionnels de tous, les médiateurs, les facilitatrices, les réparateurs. Ils corrigent la phrase qui pourrait blesser. Ils préviennent le conflit qui pourrait éclater. Ils rassurent celui qui est anxieux. Ils consolent celui qui est en colère. Ils expliquent, arrondissent, apaisent. Leur existence entière devient un mécanisme pour assurer la paix, une paix dont ils ne profitent jamais. Et cette dynamique déforme tout leur entourage. Les autres, habitués à ce qu'ils prennent tout en charge, finissent par leur confier encore plus de responsabilités émotionnelles. Non par malveillance, mais par habitude. Leur surresponsabilité devient un service invisible, auquel tout le monde se fie. Résultat, ils portent constamment des poids qui ne sont pas les leurs. Ils deviennent le pilier indispensable. Et personne ne remarque qu'ils s'écroulent. Cette position crée un déséquilibre relationnel profond.
Les relations ne sont plus équilibrées, elles reposent sur eux. Ils deviennent le sol, la base, le point d'ancrage. Mais le sol ne repose sur rien. Et un jour, ils s'effondrent. Le plus tragique, c'est qu'ils ne savent pas poser de limites. Ils pensent que dire non est une offense, que se protéger est un égoïsme, que se reposer est une trahison. Ils n'ont jamais appris que la responsabilité doit se partager, alors ils prennent tout, absolument tout, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la rupture, jusqu'à disparaître sous le poids qu'ils ont accepté sans comprendre. Pour briser cette spirale destructrice, un protocole intérieur radical était nécessaire. D'abord, identifier clairement ce qui ne leur appartient pas. Ensuite, renvoyer mentalement et émotionnellement les poids aux personnes concernées. Puis, accepter la colère que cela provoquera, car les autres réagiront quand ils devront enfin porter leur propre charge. Enfin, apprendre à vivre sans être indispensable, ce qui pour eux est un choc existentiel. Et voici la phrase qui clôt ce 4e chapitre comme une vérité qu'on ne prononce qu'en murmurant « Tu n'es pas responsable des tempêtes qui habitent en les autres, et ce n'est pas à toi d'en calmer la mer ». Quand cette phrase s'enracine profondément, quelque chose change dans la posture, dans la respiration, dans la vie, et pour la première fois, ils commencent à reprendre leurs propres contours. Dans les profondeurs les plus silencieuses de l'esprit, là où la fatigue devient une langue et où le devoir se confond avec l'existence, un phénomène encore plus dangereux se révèle, la disparition progressive de soi au nom de la responsabilité. Ceux qui se sentent responsables de tout ne portent pas seulement les charges des autres, ils abandonnent leurs propres besoins, leurs propres désirs, leur propre vie, morceau par morceau, jusqu'à devenir étrangers à eux-mêmes. C'est une forme de disparition douce, une érosion lente de l'identité, comme si chaque acte de sacrifice arrachait un fragment supplémentaire de leur propre essence. Les neurosciences éclairent cette tragédie intime. Lorsque quelqu'un vit dans une responsabilité excessive, le cerveau finit par associer la valeur personnelle non pas à l'être, mais au faire. Le système de récompense se déclenche lorsqu'ils prennent en charge les autres, mais reste inactif lorsqu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Le cerveau leur apprend ainsi, jour après jour, que leur existence n'a de sens que dans l'utilité. C'est une condition mentale que les chercheurs appellent auto-effacement adaptatif. Jung, lui, parlait de l'oubli de soi, l'un des plus grands dangers de l'âme. Les traditions anciennes l'avaient déjà remarqué. Dans le bouddhisme, on avertissait « celui qui donne tout de lui laisse son esprit s'assécher ». Dans la philosophie stoïcienne, on disait que l'homme qui se sacrifie pour la cité finit par ne plus savoir qui il est en dehors d'elle. Dans les mythes nordiques, on trouve l'image du guerrier qui protège tout le village, mais se rend compte trop tard qu'il n'a plus de maison à lui. Ce sont des avertissements graves, car l'effacement de soi n'est pas un acte noble, c'est une disparition lente. Observe-les dans leur réalité quotidienne. Ils prennent soin des autres, mais personne ne prend soin d'eux. Ils donnent, mais ne reçoivent pas. Ils consolent, mais ne parlent jamais de leur propre douleur. Ils disent « ça va », même quand leur monde intérieur s'effondre. Leurs besoins sont repoussés en bas de la liste jusqu'à devenir invisibles. Leur fatigue devient silencieuse, leur tristesse devient fonctionnelle, leur colère devient interdite. Et un jour, sans même s'en rendre compte, ils ne savent plus ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Ils sont devenus les gardiens de tout, sauf d'eux-mêmes. Le signe le plus terrifiant survient quand ils commencent à se sentir coupables lorsqu'ils se reposent, coupables quand ils disent non, coupables quand ils expriment un besoin, comme si leur simple existence sans utilité était un crime. Ils ont appris que leur rôle est de porter, alors ils portent, que leur mission est de prévenir les autres, alors ils préviennent, que leur valeur est d'être indispensable, alors ils s'efforcent de l'être. Leur vie entière devient un service permanent, offert à un monde qui ne remarque même pas ce qu'ils donnent. Cette dynamique crée un vide intérieur monumental. Ils sont entourés de gens, mais profondément seuls. Ils sont admirés pour leur force, mais jamais vus dans leur fragilité. Ils sont remerciés pour leur aide, mais jamais compris dans leur besoin d'être soutenus. Les autres s'appuient sur eux, souvent sans mauvaise intention. Mais à force d'être le pilier, ils finissent par oublier qu'ils ont aussi besoin d'un sol. Et quand ils s'effondrent, car ils finissent toujours par s'effondrer, personne ne comprend comment une personne aussi forte a pu tomber. Et ce phénomène ne détruit pas seulement leur bien-être, il déforme leurs relations. Les gens autour d'eux s'habituent à ce qu'ils prennent tout en charge, si bien que toute tentative de poser une limite devient perçue comme un changement inquiétant. Il arrive même que certains les accusent inconsciemment « Tu as toujours fait ça, pourquoi tu ne le fais plus ?» Ainsi, leur tentative de se protéger provoque souvent du rejet, de l'incompréhension, voire de la culpabilisation. Ce cycle pervers les pousse à retourner à leur rôle, à s'effacer encore plus. Pour survivre, vraiment survivre, un protocole intérieur brutal et sacré est nécessaire. 1. Arrêter de porter ce qui n'est pas à eux, même si tout s'écroule. 2. Tolérer l'inconfort de ne pas intervenir, même si cela semble faux. 3. Accepter qu'être aimé ne doit pas dépendre du sacrifice. 4.
reconstruire un espace intérieur où leur propre existence compte. C'est une révolution intime. Une rupture avec des années, parfois des décennies, de conditionnement. Et voici la phrase qui clôt ce 5e chapitre comme une vérité qui libère et qui fait trembler. Si tu disparais quand tu aides tout le monde, qui restera pour t'aider, un jour, à redevenir toi-même? Lorsque cette question perce le cœur, le masque du pilier commence enfin à se fissurer. Et derrière lui, la vraie personne apparaît, fragile mais réelle. Dans les profondeurs les plus sombres de l'âme, là où les responsabilités deviennent des chaînes spirituelles et où la culpabilité se transforme en respiration, se dévoile l'ultime mécanisme, celui qui enferme définitivement ces êtres dans leur propre prison. La conviction secrète qu'ils doivent sauver le monde pour mériter d'exister. Ceux qui se sentent responsables de tout ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils deviennent les gardiens invisibles de la paix des autres, les pompiers silencieux des catastrophes émotionnelles, les piliers qui soutiennent des structures que personne ne les a jamais chargés de défendre. Leur vie entière devient un sacrifice subtil, une offrande quotidienne à un monde qui n'a jamais demandé un tel dévouement. La neuropsychologie révèle qu'à force de porter ce qui ne leur appartient pas, leur cerveau finit par associer amour et obligation. Ils ne savent plus recevoir sans donner. Ils ne savent plus être sans réparer. Ils ne savent plus respirer sans anticiper les besoins des autres. Leur identité est entièrement fusionnée avec la fonction de responsable de tout. Le cortex préfrontal se suractive, l'amygdale reste en alerte, et leur système nerveux s'épuise dans un état d'hypervigilance perpétuelle. Jung appelait cela la malédiction du sauveur, l'impossibilité d'exister sans se sacrifier. Les anciennes traditions étaient déjà conscientes de cette dérive. Dans la mystique chrétienne, on avertissait « celui qui porte la croix des autres finit par oublier la sienne ». Dans le taoïsme, on disait que l'homme qui retient la montagne se dissout sous son propre poids. Les chamans du Nord parlaient de l'esprit épuisé, celui qui n'a plus de frontières entre sa vie et celle des autres. Toutes ces voix murmurent la même vérité. Le sacrifice constant n'est pas de l'amour, c'est une disparition. Observe-les dans leur quotidien. Ils se réveillent en pensant à ce qu'ils doivent gérer. Ils s'endorment avec le sentiment diffus qu'ils n'en ont pas fait assez. Ils s'inquiètent sans raison. Ils imaginent des scénarios où tout dépend d'eux. Leur esprit travaille sans relâche pour prévenir, apaiser, arranger. Ils sont capables de détecter la moindre variation dans l'humeur d'autrui. Un regard froid, ils se sentent coupables. Un silence, ils pensent avoir blessé quelqu'un. Une tension, ils s'empressent de la résoudre. Ils vivent dans un état d'alerte émotionnelle permanent, comme des gardiens d'un monde qui ne dort jamais. Le symptôme le plus terrifiant apparaît quand la responsabilité devient identité sacrée. Ils pensent qu'arrêter de porter, c'est trahir. Dire non, c'est abandonner. Se reposer, c'est faillir. Leurs valeurs se mesurent au poids qu'ils peuvent supporter. Et lorsqu'ils atteignent leurs limites, car tout être humain en a, ils ne ralentissent pas. Ils s'accusent. Leur esprit devient un tribunal intérieur qui ne rend jamais de verdict favorable. Cette dynamique détruit progressivement ce qu'ils sont. Leurs rêves s'effacent. Leur voix devient faible. Leurs désirs deviennent secondaires. Leur vie entière se plie à une mission qu'ils n'ont jamais choisie mais qu'ils ont acceptée par loyauté inconsciente. Et autour d'eux, le monde continue de s'appuyer. Les proches se reposent sur eux. Les relations deviennent asymétriques. Les autres deviennent dépendants de leurs forces silencieuses, sans jamais deviner le prix payé en secret. C'est ainsi que naît un champ de distorsion émotionnelle. Ils deviennent indispensables. Et parce qu'ils deviennent indispensables, ils cessent d'être visibles. On ne voit plus la personne. On voit la fonction. On ne voit plus l'humain. On voit l'utilité. Et ce rôle, pourtant admiré de l'extérieur, est une malédiction intérieure. Pour briser cette prison psychique, il faut un protocole final, brutal, libérateur. 1. Renoncer à l'illusion qu'ils doivent tout porter. 2. Laisser volontairement certaines choses tomber. 3. Tolérer que d'autres soient déçus, contrariés, bouleversés. 4. Redevenir une personne, pas un pilier. Cette dernière étape est la plus douloureuse. Car pour eux, se libérer signifie risquer d'être aimés pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils font. Et cette pensée est à la fois terrifiante et salvatrice. Voici la phrase qui clôt ce dernier chapitre comme un écho profond dans une cathédrale intérieure. Tu n'as pas été mis au monde pour porter la vie des autres, mais pour vivre la tienne. Quand cette vérité s'enracine, le masque du sauveur tombe. Et derrière lui apparaît quelqu'un qui n'a jamais demandé à être un pilier, seulement un être humain.